Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui nous concerne vraiment toutes et tous. Comment est-ce qu'on prend nos décisions économiques? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on choisit un produit et pas un autre? Et puis, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe dans la tête de celui qui l'a fabriqué? Pour y voir plus clair, on a une source assez originale. C'est le programme d'économie du baccalauréat tunisien. C'est une super occasion de revenir aux bases, mais pour y trouver des éclairages assez surprenants. Oui, c'est une excellente approche. On oublie souvent que ces théories de base, en fait, elles sont conçues pour modéliser des comportements très très profonds. L'idée aujourd'hui, c'est de suivre une sorte d'évolution de la rationalité. On va commencer avec le modèle classique, l'agent économique vu comme un pur calculateur, et puis on verra comment la psychologie et surtout la citoyenneté viennent tout complexifier. Exactement. Notre mission est partir de la théorie la plus pure pour arriver au monde d'aujourd'hui. On pense tous savoir comment on consomme, comment les entreprises fonctionnent, mais on va voir que la logique économique derrière tout ça est à la fois plus simple et en même temps plus étrange qu'on ne l'imagine. Alors plongeons dans la tête de notre premier personnage, le consommateur. La théorie nous le présente comme un être rationnel, qui cherche une seule chose, maximiser sa satisfaction, son utilité, mais avec un budget qui, lui, n'est pas illimité, bien sûr. Et ce mot utilité, c'est vraiment la pierre angulaire de tout le modèle. C'est une tentative de mesurer le plaisir, la satisfaction. Et la théorie, elle distingue l'utilité totale, disons la satisfaction globale qu'on tire en consommant une tablette de chocolat entière, et l'utilité marginale. Ah, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'utilité marginale, c'est le plaisir que procure la dernière unité consommée, la dernière bouchée. Le premier carré de chocolat, il est divin. Le deuxième est excellent. Mais, arrivé au dixième, le plaisir en plus est quasi nul, voire négatif. C'est la fameuse loi de l'utilité marginale décroissante. C'est plus qu'une loi économique, c'est presque une loi de la psychologie humaine en fait. Notre cerveau, c'est une machine à évaluer le plaisir du prochain coup. C'est cette petite voix qui nous dit «oui, encore un café», mais qui, après le troisième, se met à hurler «stop, ça n'en vaut plus la peine». Ce calcul instinctif explique pourquoi les buffets à volonté sont une idée si géniale pour le restaurateur et si dangereuse pour notre ligne. On s'arrête non pas quand on n'a plus faim, mais quand le plaisir du prochain toast ne justifiait plus l'effort de se lever. D'accord, l'image est très parlante. Mais soyons honnêtes, est-ce que quelqu'un calcule vraiment son utilité marginale avant d'acheter un pain au chocolat? Ça semble complètement déconnecté de la réalité, non? C'est une excellente critique. Et la réponse est non, bien sûr. Personne ne sort une calculatrice dans une boulangerie. Mais le but du modèle, ce n'est pas de décrire notre processus mental étape par étape. Il est conçu pour prédire le résultat. Il postule que, même inconsciemment, on fait des arbitrages. Et pour visualiser ça, les économistes utilisent deux outils. D'un côté, il y a nos désirs. Ils sont représentés par des courbes d'indifférence. Imaginez toutes les combinaisons de café et de croissants qui vous rendraient exactement aussi heureuse. D'accord. Donc 3 cafés et un croissant ou un café et 6 croissants. Ça me donnerait le même niveau de bonheur. Voilà. Et en face de ces désirs infinis, il y a la réalité, la droite de budget, l'argent qu'on a en poche. Le choix optimal, le point d'équilibre, c'est le meilleur combo café-croissant qu'on peut s'offrir. C'est le point où notre budget nous permet d'atteindre notre plus haute courbe de bonheur possible. Et la mesure de cet arbitrage, c'est ce qu'on appelle le taux marginal de substitution, le TMS. Oula, encore un terme un peu technique. Comment on peut rendre ça plus simple? Le TMS, c'est votre taux de change personnel. Si vous êtes prête à renoncer à 3 croissants pour un seul café, ça veut dire que pour vous, ce café a 3 fois plus de valeur. C'est la signature mathématique de vos préférences intimes. Certains ont un taux de change très élevé pour le café, d'autres pour le thé. La théorie met juste un chiffre sur cette intuition, quoi. Vu comme ça, c'est beaucoup plus clair. On a donc ce squelette, disons, rationnel, mais dans les sources, on voit bien que le marketing vient mettre de la chair sur l'os. Lui, il s'intéresse à tout ce qui n'est pas rationnel. Exactement. Il s'engouffre dans la brèche entre le modèle et la réalité. Le marketing, c'est qu'on n'achète pas qu'avec notre cerveau calculateur. On achète avec nos émotions, nos angoisses, nos désirs. Les sources identifient 3 grands types de motivation. La motivation hédoniste, je l'achète parce que ça me fait du bien. La motivation oblative, je l'achète pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et enfin, l'auto-expression, j'achète cette marque pour montrer qui je suis ou qui je veux être. Et en face, il y a les freins.
La peur de faire le mauvais choix, le risque de panne, l'inhibition. Qu'est-ce que les autres vont penser si j'achète ça? C'est fascinant de voir que le processus d'achat, qu'on croit souvent impulsif, est en fait un parcours en 5 étapes. Je ressens un besoin, je cherche de l'info, j'évalue les options, je décide, et, surtout l'étape 5, le bilan post-achat, où je me demande si j'ai bien fait. C'est là que se joue toute la fidélité à une marque. On a donc un consommateur bien plus complexe que le modèle de départ, un être tiraillé entre un calcul d'optimisation et des pulsions. Très humaine. On a donc une bonne image de la personne qui entre dans le magasin. Mais pour qu'elle puisse acheter quelque chose, il faut que quelqu'un l'ait fabriqué. Ça nous amène de l'autre côté du miroir. Plongeons maintenant dans les coulisses, chez le producteur. Pour lui, la rationalité, elle, semble plus simple. Maximiser le profit. En théorie, oui. Son outil de base, c'est la fonction de production. Ça sonne compliqué, mais l'idée est toute simple. Imaginons un artisan boulanger. Sa fonction de production, c'est sa recette pour transformer des ingrédients, de la farine, du travail, ses bras, du capital, son four, en un produit fini, des croissants. La question centrale pour lui, c'est quelle est la recette la plus efficace? Et j'imagine que la réponse n'est pas si simple. On pourrait se dire, pour produire plus, il suffit d'embaucher plus de monde. Non, c'est une intuition logique, mais qui est économiquement fausse à partir d'un certain point. C'est là qu'intervient l'équivalent de la loi de l'utilité décroissante du consommateur, mais côté producteur, la loi des rendements marginaux décroissants. Reprenons notre boulanger. Il est seul dans sa boulangerie. S'il embauche un apprenti, la production ne fait pas que doubler, elle peut tripler. L'un fait la pâte, l'autre enfourne. Il se spécialise. La productivité explose. C'est la phase de croissance, la lune de miel. Exactement, c'est la première phase. Mais imaginons qu'il continue d'embaucher. Un troisième, puis un quatrième boulanger, dans la même petite cuisine, avec le même four. Très vite, ils vont commencer à se bousculer. « Pousse-toi, j'ai besoin du plan de travail. Attends ton tour pour le four. » L'apport de ce quatrième employé est bien plus faible que celui du premier. La productivité marginale, c'est-à-dire l'apport du dernier embauché, a commencé à chuter. Ça, c'est la deuxième phase, la zone dite rationnelle. C'est là qu'il faut opérer. Et j'imagine qu'il y a une troisième phase à éviter absolument. Absolument. C'est la phase irrationnelle. Notre boulanger obstiné embauche un cinquième, puis un sixième employé. Là, c'est le chaos. Il passe plus de temps à se rentrer dedans qu'à faire des croissants. Le sixième employé ne produit rien. Pire, il fait baisser la production totale, parce qu'il gêne tout le monde. Sa productivité marginale est négative. J'ai un ami qui a monté une microbrasserie, il a vécu ça en direct. L'embauche du premier employé a doublé sa production. L'embauche du quatrième l'a mené au bord de la crise de nerfs. Il a compris cette loi dans la douleur et la farine. C'est une leçon de management fondamentale. Il ne s'agit pas de maximiser les effectifs, mais d'optimiser le ratio entre le nombre de personnes et les outils de travail. Et comme pour la consommatrice, la théorie modélise ça avec des courbes. Tout à fait. Et les concepts sont en miroir, c'est ça qui est fascinant. Au lieu des courbes de désir du consommateur, le producteur a des isocans. Un isocan, c'est une courbe qui représente toutes les recettes possibles pour fabriquer par exemple 1000 croissants par jour. Il peut le faire avec un four ultramoderne et un seul boulanger, donc beaucoup de capital, peu de travail. Ou avec un petit four basique et 3 boulangers qui se relaient. Peu de capital, beaucoup de travail. L'isocan relie toutes ces combinaisons. Et en face de ça, il a son budget, j'imagine. Précisément. C'est son ISO-coût. Je ne peux pas dépenser plus de 5 000 € par mois en salaire et location du four. L'optimum pour lui, c'est de trouver la recette de production la plus performante, donc l'isocante le plus élevé, qui respecte son budget. Le but, c'est que le dernier euro dépensé pour payer un salarié rapporte exactement autant que le dernier euro dépensé pour louer un four plus grand. C'est ça, la définition de l'efficacité productive. On a donc nos deux portraits robots. Le consommateur, mi-calculateur, mi-psychologue, le producteur en quête de l'efficacité absolue. Deux figures de la rationalité économique classique. Mais les sources qu'on analyse aujourd'hui montrent que ce tableau est incomplet. Un nouvel acteur entre en scène, le citoyen. Et c'est là que le modèle du XXe siècle bascule dans celui du XXIe. La rationalité change de définition. Pour notre boulanger, être rationnel, ce n'était que trouver la combinaison capital-travail la moins chère. Aujourd'hui, la question se pose. Est-il vraiment rationnel d'ignorer la pollution de son four, le bien-être de ses apprentis ou l'origine de sa farine?
C'est toute la question de l'émergence d'un producteur et d'un consommateur responsable. Pour les entreprises, le mot qui revient partout, c'est RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Qu'est-ce que ça recouvre exactement? La RSE, c'est l'idée que la performance d'une entreprise ne se mesure pas seulement à son profit financier. C'est une démarche volontaire où l'entreprise intègre des préoccupations sociales et environnementales à ses activités. On la résume souvent par 3 piliers. D'abord, le pilier environnemental. Réduire ses déchets, économiser l'énergie, limiter son empreinte carbone. Pour notre boulanger, ce serait choisir un four moins énergivore ou recycler ses emballages. Le deuxième pilier, c'est le pilier social. Là, les sources sont claires. Il s'agit de garantir de bonnes conditions de travail, de bien payer ses salariés, de promouvoir l'égalité homme-femme, d'employer des personnes en situation de handicap, bref, de traiter l'humain comme une fin et non comme un simple moyen de production. Et enfin, il y a le pilier économique, mais au sens large. Ce n'est plus seulement faire du profit, c'est contribuer positivement à son écosystème. Soutenir les fournisseurs locaux, notre boulanger qui achète sa farine au moulin du village, payer ses impôts sans chercher l'évasion fiscale, faire preuve de transparence. L'idée clé, c'est que l'entreprise n'est pas une île déconnectée du monde. Elle a un impact et donc une responsabilité. Mais ça soulève une question difficile. Parfois, ces piliers entrent en conflit. Acheter sa farine au moulin local, c'est super pour le pilier économique, mais si cette farine est beaucoup plus chère, ça heurte la rentabilité. Installer un filtre à particules sur sa cheminée, c'est bon pour l'environnement, mais c'est un coût énorme. Comment une entreprise gère ces contradictions? C'est tout l'enjeu de la RSE. Ce n'est pas un monde de bisounours, c'est un exercice d'arbitrage permanent. Mais ce qui est nouveau, c'est que ces coûts supplémentaires sont de plus en plus vus comme des investissements. Un salarié bien traité est plus loyal, plus productif. Une entreprise qui respecte l'environnement s'expose moins à des scandales ou à des amendes. Elle attire aussi plus facilement les jeunes talents qui sont très sensibles à ces questions. D'accord. Mais on entend souvent une critique acide. Tout ça ne serait-ce pas du greenwashing? Juste une couche de peinture verte pour continuer à faire du business comme avant. Comment on distingue un engagement sincère d'une simple opération de com? C'est le nerf de la bière. La distinction se fait sur la preuve. Une entreprise sincère va chercher à obtenir des labels reconnus, elle va publier des rapports extra-financiers, détaillés, vérifiables. Elle va inscrire sa mission sociale dans ses statuts. Une entreprise qui fait du greenwashing va se contenter de belles publicités avec des arbres et des oiseaux, sans chiffres, sans engagement concret et mesurable. La clé, c'est la transparence et la cohérence. Et cette transformation du producteur, elle est directement liée à l'évolution du consommateur. Le consommateur citoyen, comme le nomme la source, ne cherche plus seulement le prix le plus bas. Non. Il a intégré de nouvelles variables dans sa propre fonction d'utilité. Le fait qu'un produit soit bio, local, issu du commerce équitable, ou fabriqué dans de bonnes conditions sociales, ça devient une source de satisfaction en soi. Il est prêt à payer un peu plus cher pour un produit qui correspond à ses valeurs. Son calcul de rationalité s'est élargi. Le bien-être de l'agriculteur ou la propreté de la rivière deviennent des composantes de son propre bien-être. C'est une boucle en fait. Les consommateurs citoyens créent un marché pour les entreprises responsables et les entreprises responsables proposent des alternatives qui permettent aux consommateurs d'aligner leurs achats avec leurs valeurs. C'est exactement ça. On sort du face-à-face purement transactionnel pour entrer dans une relation plus complexe où les valeurs et l'éthique jouent un rôle central. Alors, pour résumer notre parcours, on est parti de modèles économiques très purs, presque mathématiques, basés sur ce programme scolaire. On a vu le consommateur jongler avec son budget et ses désirs secrets, et le producteur optimiser sa recette pour être le plus efficace possible. Puis, on a vu comment la psychologie et surtout la montée en puissance des préoccupations citoyennes sont venues faire exploser ces cadres. La rationalité économique n'est plus une simple maximisation du profit ou de l'utilité personnelle, elle est devenue beaucoup plus riche, plus complexe. Ce qui nous laisse avec une pensée pour la route. La théorie économique classique a défini pendant un siècle la rationalité comme la maximisation de l'intérêt individuel égoïste. Mais si aujourd'hui, et encore plus demain, la survie, la réputation et donc la rentabilité à long terme d'une entreprise dépendent entièrement de sa capacité à prendre soin de ses salariés, de son environnement, de ses fournisseurs, tout ça pour satisfaire des consommateurs citoyens de plus en plus exigeants, peut-on encore dire que la RSE est un simple choix éthique, un supplément d'âme?
Ou est-elle en train de devenir tout simplement la nouvelle et véritable forme de la rationalité économique?